Bonjour et bienvenue à la troisième présentation de cette semaine de conférence Mieux vivre avec un cancer du sang, qui est offerte par la Société Leucémie Lymphome du Canada. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir un panel d'experts et d'expertes qui vont nous parler de la gestion des effets secondaires associés au cancer du sang et aussi à leur traitement. Donc, la présentation sera d'une durée d'environ 1 heure et quart, ce qui va comprendre en fait une période de questions et réponses à la fin. Et puisque vous êtes connectés en grand nombre, vous allez remarquer que vous êtes en mode silencieux, silencieuse. Donc, nous allons vous inviter tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran. Et nous allons les lire à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de personnes présentes et du temps là, qui est malheureusement limité, c'est possible là, que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Puis notez également que nos expertes et experts là, ne peuvent pas nécessairement répondre à des questions qui sont trop spécifiques sur l'état de santé d'une personne ou des questions qui simplement là, ne portent pas sur le sujet de la présentation. Enfin, nous vous informons aussi que la présentation d'aujourd'hui, elle est enregistrée. Donc, vous allez pouvoir la visionner à nouveau dans quelques jours sur notre site Internet. Puis, avant de débuter la présentation, je vais quand même prendre un instant pour me présenter ainsi que la Société Leucémie Lymphome du Canada. Donc, mon nom est Joliane Pelletier et je suis responsable des services à la communauté pour le Québec à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Prochaine diapositive. Alors que nous nous connectons virtuellement aujourd'hui, prenons un moment pour réfléchir à l'importance de notre présence sur cette terre et aussi à notre responsabilité commune d'en prendre soin. Donc, nous rendons hommage aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis pour les liens profonds qui les unissent à ces terres et pour leur contribution constante à nos communautés. Et bien que nous soyons peut-être connectés là, de territoires différents au travers du Québec ou même du Canada, nous vous encourageons toutes et tous à prendre un moment pour réfléchir à la terre sur laquelle vous vous trouvez et à notre responsabilité commune de nous engager dans le processus de réconciliation en cours. Puis à la Société Leucémie Lymphome du Canada, la diversité, l'équité, l'inclusion, mais aussi l'appartenance et la promotion de l'équité en matière de santé guident nos efforts pour soutenir les membres de la communauté des personnes touchées par un cancer du sang. Prochaine diapositive. Peut-être que vous êtes à la recherche de programmes ou de ressources spécifiques, mais que vous ne savez pas où les trouver. Donc, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez communiquer avec nos responsables des services à la communauté pour recevoir une aide personnalisée, puis aussi vous mettre en contact avec les ressources de votre région. Nous pouvons vous écouter attentivement, avec compassion, puis aussi vous orienter vers des informations qui sont spécifiques à votre type de cancer du sang ou à votre traitement. On peut aussi vous aider à vous organiser pour gérer et prendre en charge vos soins et à identifier les services qui pourraient là, vous être bénéfiques. Donc, communiquez avec nous en composant le numéro sans frais, le 1-833-222-4884, ou vous pouvez visiter le cancer au pluriel du sang.ca pour trouver là, la personne qui est responsable des services à la communauté pour votre région. Prochaine diapositive. Donc, nous savons que l'annonce du diagnostic d'un cancer du sang, ben, c'est bouleversant. Ça peut être une annonce qui est perturbante et surtout difficile à comprendre. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. La communauté des cancers du sang est là pour vous aider à toutes les étapes de votre expérience. Prochaine diapo. Les informations et les ressources qui sont disponibles sur notre site Internet sont adaptées et présentées sous forme multimédia. Donc, vous avez de l'information à lire, à écouter ou regarder, vraiment dans l'idée là, de répondre à vos besoins et préférences. Je vous invite à consulter nos ressources pour en savoir plus, entre autres sur la fatigue liée au cancer, le brouillard cérébral, l'activité physique pendant les traitements et plein d'autres sujets importants.
Prochaine diapositive. Peut-être que vous connaissez déjà notre appli Santé. C'est une ressource là, vraiment géniale qui est gratuite et qui est disponible en français et en anglais. Ça peut vraiment vous aider à naviguer l'expérience du cancer. C'est une application en fait qui vous aide à suivre des éléments très importants comme les effets secondaires, les médicaments, l'alimentation et l'hydratation. Puis si vous l'autorisez, en fait, votre aidant là, peut aussi avoir accès à votre compte et vous aider là, à y entrer les diverses informations. Donc, ça peut être téléchargé gratuitement sur les appareils Apple ou Android. Prochaine diapositive. Donc, il est maintenant temps de vous présenter nos panélistes. Nous avons Julie Campeau qui va débuter. Julie est infirmière pivot et coordonnatrice CAR-T au CIUS de l'Est de l'île de Montréal à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Nous avons aussi Julien Bourassa-Moreau, qui pratique comme pharmacien communautaire en oncologie à la pharmacie d'expertise La Rivière et Massicotte. Également Roxane Mercier, qui est nutritionniste diététiste et qui est diplômée de l'Université Laval et membre de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et aussi Pascal Rousseau, que vous reconnaissez peut-être, puisqu'elle a déjà travaillé avec nous par le passé, mais elle est ici avec nous aujourd'hui vraiment à titre d'experte, puisqu'elle détient un baccalauréat ainsi qu'une maîtrise en sexologie. Elle est membre de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec. Puis, depuis plus de 25 ans, en fait, elle travaille là, au sein de divers organismes communautaires soutenant les personnes aux prises avec des difficultés liées à la santé. Donc, vraiment, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons commencer par Julie qui va nous parler du rôle essentiel des soins aux personnes touchées pendant le traitement et en mettant vraiment l'accent sur la gestion des effets secondaires, le confort et le soutien émotionnel des personnes touchées. Donc, à vous, Julie. Merci beaucoup, Joliane, et merci beaucoup à l'équipe de la SLLC. Je suis vraiment contente de faire cette présentation qui est destinée aux patients aujourd'hui. Donc, on peut passer à la première diapositive. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler du rôle de l'infirmière. Donc, l'infirmière qui est probablement dans votre quotidien, que vous voyez surtout au moment de vos traitements actifs, mais que vous pouvez voir aussi au niveau de vos suivis de routine lors des visites avec votre médecin ou même quand les traitements sont terminés pour certaines visites de suivi. L'infirmière fait quoi? Donc, comme vous le savez probablement, hein, tout ce qui est surveillance et suivi personnalisé, des conseils pour justement les effets secondaires, vous donner des informations qui sont claires et adaptées. On sait que parfois, quand on voit le médecin, hein, ça peut être un petit peu plus scientifique. On essaie de mettre ça adapté dans vos mots. Et on coordonne aussi avec les équipes de soins. Donc, moi, j'aime bien dire qu'on est au centre de vous pour justement vous accompagner tout au long. À noter qu'on nous voit beaucoup comme les soins, mais on est aussi beaucoup au niveau de l'écoute et du soutien émotionnel. Évidemment, on ne prend pas la place des psychologues, mais on est quand même là pour vous donner des conseils ou vous écouter en cas de besoin. On peut passer à la suivante. Merci. Les cytopénies. Des cytopénies, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est les baisses des cellules sanguines de diverses cellules sanguines. Celles qu'on va regarder principalement, que vous devez peut-être même noter dans vos cahiers, c'est les globules rouges, les plaquettes et les globules blancs. Donc, si on commence par les globules rouges, si elles sont basses, on va parler d'anémie. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez avoir besoin de transfusion, mais vous pouvez quand même en ressentir les effets. Vous sentir plus fatigué, plus essoufflé, ou même vous pouvez vous trouver, ou vos proches peuvent vous trouver plus pâle. Ce qu'on va faire à ce moment-là, on va faire un suivi de vos globules rouges pour s'assurer que vous avez besoin ou non d'avoir une transfusion. C'est ce qu'on va appeler des culots sanguins lorsqu'on vous donne du sang. Et on va vous donner aussi des conseils pour la gestion de la fatigue, qu'on va voir aussi un petit peu plus tard, mais d'essayer de séquencer ce qu'on a à faire dans la journée, entre autres. Au niveau de la neutropénie, donc la baisse des globules blancs,
plus précisément les neutrophiles qu'on va regarder. Alors, on sait que lorsque les globules blancs sont plus bas, on est plus à risque d'avoir une infection. D'emblée, on va donc vous demander de surveiller votre température, de vous isoler, donc de surtout pas être en contact avec des gens qui sont malades, avec la foule, avec les transports en commun. Un bon lavage de mains, dire aussi à votre entourage, moi j'aime bien ajouter cette information-là, c'est que le bouclier autour de vous, c'est vos proches. Alors, si vos proches sont vaccinés et qui font aussi bien attention au lavage de mains, porter le masque quand ils vous voient, c'est une barrière supplémentaire. Et quand on dit éducation, donc c'est un peu ce que je vous fais part en ce moment. Pour la neutropénie, vous avez probablement déjà entendu parler du grastophile ou du lapelga. Donc, ce qu'on va vous donner, une injection pour aider votre moelle osseuse, la supporter à fabriquer davantage de neutrophiles et donc peut-être éviter justement que vous deviez vous rendre à l'urgence. La thrombopénie, c'est la baisse des plaquettes. Donc, on sait que quand les plaquettes sont plus basses, on a tendance à saigner. On va se couper, ça saigne plus longtemps. On se brosse les dents, on saigne. Ça peut être quand on se cogne, qu'on fait des bleus, des ecchymoses qui s'étendent, qui prennent de plus en plus d'importance. Donc, on va donner des conseils par rapport à ça pour prévenir les saignements et justement vous rassurer pour pas que vous ayez besoin d'être à l'urgence dès qu'il y a un petit saignement, mais par contre que vous sachiez que si le saignement perdure ou qui est important, ce que vous devez faire, donc de consulter. On peut passer à la prochaine. Merci. Au niveau gastro-intestinaux, donc je pense que je vous apprends rien que les traitements de chimiothérapie ou peu importe type de traitement peuvent donner justement des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou de la constipation. Je vous dirais que vous allez avoir aussi le pharmacien qui va vous parler tantôt, mais on s'est quand même amélioré là, par rapport au début de la chimiothérapie. Donc, on est en mesure de bien donner de la médication, des anti-nausées, si on veut, antiémétiques, pour justement essayer de prévenir. On vous donne des conseils, mais c'est sûr et certain que ce qu'on suggère le plus souvent, c'est que dès que vous sentez qu'il y a un petit quelque chose, de prendre justement un antiémétique pour casser tout de suite la nausée. Au niveau alimentaire, il va y avoir une nutritionniste qui va vous donner aussi des explications par la suite, mais on a tendance à se rendre compte que les repas légers, d'éviter justement des mets très épicés, avec des odeurs très prononcées, ça a tendance à limiter les nausées, les vomissements. Et évidemment, le soutien émotionnel. Donc, on sait que le stress, par exemple, peut augmenter les nausées. Diarrhée, constipation, donc selon ce que vous prenez évidemment comme traitement, on va insister beaucoup sur l'hydratation, donc de boire beaucoup d'eau, de boire parfois même avec des liquides là, qui sont un peu plus hydratants, qui retiennent l'hydratation. On va aussi surveiller les sels parce que c'est sûr que plus vous en avez, plus vous êtes à risque de vous déshydrater et vous pouvez peut-être avoir besoin d'avoir une intraveineuse. Donc, on vous donne du liquide par les veines pour soutenir. Et évidemment, adapter l'alimentation. Vous allez pouvoir en entendre un petit peu plus tard. On peut passer à la suivante. La fatigue. Donc, la fatigue, on sait que lorsqu'on est en oncologie, la fatigue, elle est factorielle. Donc, ce n'est pas nécessairement une cause précise, mais c'est sûr que faut l'évaluer, il faut en tenir compte. Donc, la fatigue, elle peut être intense, elle peut être aiguë, elle peut persister dans le temps aussi et devenir chronique. On va vous recommander même des fois de vous faire des journaux. Donc, un peu de voir, bon, mais quand la fatigue est très intense, qu'est-ce que vous veniez de faire? Est-ce que vous vous sentiez très bien? C'était une bonne journée, donc vous vous êtes dit, je vais me lancer dans le lavage, dans le ménage. Des fois, ça peut faire en sorte que vous allez justement un peu malheureusement en avoir les contre-coups le lendemain. On va suggérer donc d'écouter votre corps. Ceux qui ont de la difficulté à l'écouter, à ce moment-là, donc, de vous reposer, de vous forcer à vous mettre des moments de repos au courant de la journée. Et je le mentionnais un peu plus tôt, de fractionner les activités. Donc, au lieu de vouloir tout faire ce qu'on a à faire dans une journée, de faire peut-être, si on sait qu'on a plus de difficultés le matin, de faire une activité l'après-midi et de séquencer au fil de la semaine les suivantes, de déléguer aussi.
de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous si vous avez la chance d'en avoir, de ne pas hésiter de solliciter les CLSC qui peuvent offrir justement des compagnies pour l'aide au ménage et d'essayer de bouger. Donc, on sait que c'est très difficile, hein? Ça peut être un peu contradictoire de vous dire que vous êtes fatigué, mais tenter de marcher, de bouger un peu, c'est qu'on se rend compte que ça l'aide vraiment. C'est prouvé scientifiquement que justement de faire une petite marche à l'extérieur, des étirements, au fil du temps, vous allez voir une amélioration et la fatigue va être moins accrue. On peut passer à la suivante. Le brouillard cérébral. Donc, le brouillard cérébral, on entend beaucoup de gens, hein, soit qui sont en traitement ou même quelques temps après leur traitement, se dire « j'oublie des choses, je fais répéter mes proches, j'ai de la difficulté à me concentrer ». Alors, c'est connu et il y a certaines choses qui sont à faire, certaines recommandations. Donc, prenez des notes, surtout en lien avec vos prises de médicaments pour vous assurer de ne pas les oublier. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que même les gens qui n'ont pas de brouillard cérébral, d'être sollicités en même temps avec plusieurs choses à faire différentes, se remettre à chaque fois dans la première chose initiale qu'on faisait, c'est très exigeant pour le cerveau. Donc, d'essayer de faire une chose à la fois, d'être dans un environnement calme, de demander de l'aide pour justement aider, comme je disais tantôt, à déléguer. Il y a des ergothérapeutes aussi qui sont spécialisés pour le brouillard cérébral, qui vont vous donner des trucs pour justement vous aider à compléter vos tâches sans non plus vous épuiser. Et c'est sûr et certain qu'il faut faire attention aux médicaments qui peuvent justement faire en sorte que vous avez une somnolence plus accrue. Donc, on sait que ça peut jouer et le manque de sommeil aussi. Donc, d'essayer d'avoir une bonne routine de sommeil et si jamais ça ne fonctionne pas, là, à ce moment-là, oui, de prendre un médicament pour vous aider à dormir. Prochaine diapo. Douleur et inconfort, donc ça peut être musculaire, ça peut être au niveau des os. La neuropathie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le petit picotement ou la sensation de brûlure. Je dis petit, mais ça peut être très incommodant et très gros. Et c'est vraiment les nerfs qui sont irrités. Donc, il y a de la médication, entre autres le Lyrica qui existe pour ça. Mais comme infirmière, on va évaluer cette douleur-là. On va justement pouvoir parler avec l'équipe médicale pour voir et avec les pharmaciens pour voir s'il y a des choses qui peuvent être ajustées. Et on se rend compte que tout ce qui est détente, relaxation, méditation, ça a tendance à aider aussi, de même que l'application de chaleur qui favorise la circulation. Prochaine merci. Au niveau cutané, donc il peut y avoir, vous pouvez avoir des rougeurs, de la douleur, de l'inflammation dans la bouche, qu'on appelle une mucite. Ce qu'on fait à ce moment-là, vous devez connaître, mais des gargarismes, ça peut être avec de l'eau et du sel, mais il y a aussi certaines solutions préparées par l'équipe de pharmaciens. Donc, comme infirmière, on va évaluer ça. On va évaluer au niveau de la sécheresse cutanée, s'il y a un début justement de petites lésions ou de plaies. Donc, tous les conseils qu'on va vous donner par rapport à ça. Je vous dirais le principal, de faire attention aux infections et de bien hydrater la peau. Donc, dès que la peau est sèche, c'est plus facile qu'elle craque et qu'il y ait des blessures. Prochaine. Au niveau psychologique, donc comme je disais précédemment, on ne se déclare pas psychologue, mais on peut vous référer au psychologue au besoin et on est là pour vous écouter. Donc, que ce soit de l'anxiété, que ce soit le fait que vous vous sentez plus dépressif, que vous vous sentez isolé parce que vous n'avez peut-être pas la chance d'avoir des gens autour de vous pour vous supporter, on est là pour justement vous référer, comme exemple à la Société de lymphome et leucémie. Il y a vraiment des groupes qui existent et qui peuvent faire toute la différence. Donc, on va aussi vous recommander de ne pas vous isoler, de vous rappeler que oui, actuellement, la maladie, c'est ce qui prend toute la place dans votre vie, mais que vous n'êtes pas juste une maladie, que c'est quelque chose qui est là actuellement et qui va justement s'estomper, on l'espère, dans le temps, et sinon que toute l'équipe sera là pour vous soutenir, de pouvoir faire des choses qui vous font plaisir. Donc, pas juste les obligations,
mais aussi penser à des choses que vous aimiez peut-être avant d'avoir votre diagnostic et que vous n'osez pas faire peut-être par manque d'énergie, manque de motivation, de juste en faire des fois, juste se relancer, ça peut changer toute la donne. Bien manger et, comme je le disais précédemment, là, au niveau alimentaire ou fatigue, donc de tenir un journal. Ça peut aider. Et quand vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse évaluer, bon, on va avoir encore plus de détails que vous allez avoir écrits dans votre journal. On peut passer à la suivante. Au niveau des autres choses qui peuvent survenir, donc la liste tumorale, c'est lorsque, quand vous avez un cancer et qu'on le traite, par exemple avec la chimiothérapie, au tout début, il va y avoir une grande libération, destruction de cellules et ces cellules-là, dans le fond, doivent être éliminées. Ça va passer par la fonction rénale et donc ça peut faire en sorte qu'il y ait un problème au niveau des reins. Donc, on va évaluer ça. La libération des cytokines, donc qui peut produire justement de l'inflammation dans le corps. Et GVH, pour ceux qui se demandent, c'est lorsque des gens qui ont des greffes de cellules souches, greffes de moelle, donc c'est des symptômes de rejet. Alors, si jamais vous avez ce genre de symptômes-là, ou même en surveillance, sachez que ça fait partie de notre travail, que ce soit en regardant vos prises de sang, en vous posant des questions. C'est quelque chose que l'on regarde là, quotidiennement et qu'on voit avec l'équipe médicale et pharmaceutique. Prochaine. Donc, voici des petites questions qu'on vous suggère de poser à votre infirmière. Alors, quels sont les effets secondaires les plus fréquents avec mon traitement? À quel moment ces effets secondaires peuvent apparaître? Combien de temps ils peuvent durer? Est-ce qu'il y a des effets secondaires à long terme ou permanents? Quand je suis à la maison, quels signes je dois surveiller? Quand est-ce que je dois contacter, par exemple, l'infirmière pivot ou l'équipe ou à quel moment je dois aller à l'urgence? Est-ce que je peux continuer mes activités quotidiennes ou je dois les adapter? Qui peut m'aider si j'ai des questions entre les rendez-vous? Est-ce que je peux parler à une infirmière spécialisée ou à un ou une pharmacienne? Et est-ce qu'il y a des groupes de soutien ou des services communautaires pour les personnes touchées par un cancer du sang? Prochaine. Je vais maintenant vous présenter, laisser la parole à Julien Bourassa-Moreau, qui est pharmacien à la pharmacie La Rivière et Massicotte. Ben oui, bonjour, bonjour tout le monde. Euh, Merci d'être présent à notre présentation commune. Euh, Moi, je suis pharmacien communautaire avec une pratique orientée en oncologie, là. Je ne peux pas tout à fait dire que je suis pharmacien en oncologie parce que c'est plus réservé pour les pharmaciens à l'hôpital, cette terminologie-là. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, bienvenue. Puis la suivante. Alors, c'est ça, moi, je vais vous parler aujourd'hui du rôle du pharmacien pour les traitements du cancer qu'on prend par la bouche, qu'on prend à la maison. Ça, c'est les MAVO. C'est l'acronyme que je vais utiliser aujourd'hui pour parler de ces médicaments-là. Moi, je suis pharmacien depuis 10 ans à la pharmacie La Rivière et Massicotte. On est une pharmacie d'expertise avec une pratique euh, avec des traitements complexes, principalement des traitements du cancer. Alors, par exemple, moi, je ne sers pas de traitement, on n'a pas de traitement du diabète ou de traitement de l'hypertension à la pharmacie. On a un petit inventaire de médicaments rares, disons. On peut passer à la prochaine diapo. Aujourd'hui, l'objectif, ça va être, euh, on a déjà entendu parler des effets indésirables des traitements du cancer par Julie. Alors, moi, je vais prendre une approche un peu plus large pour voir c'est quoi les défis particuliers qu'on a avec les MAVO, les traitements du cancer qu'on prend à la maison. Puis, on va voir comment le pharmacien il peut anticiper ces défis-là, ces problèmes-là, puis mettre en place une façon de travailler pour que ça se passe bien pour le patient. Prochaine diapo. Ben, d'où ça vient, ces défis-là? Ben, dans les dernières années, il y a eu une complexification des traitements du cancer. C'est assez incroyable. Alors, dans les 20 dernières années, il y a eu 282 nouveaux médicaments pour traiter le cancer, dont la moitié, c'est dans les 5 dernières années. La tendance, elle continue, là. Il y a plus que 2000 nouveaux médicaments qui sont en développement en ce moment. Alors, ben,
dans ces traitements-là, ben, il y en a beaucoup que c'est des nouvelles modalités de traitement, comme par exemple, mettons les CAR-T là, avec lesquels Julie travaille à l'hôpital. Mais malgré ça, ben, il y a quand même quasiment la moitié des traitements que ça reste des petites molécules qu'on peut prendre par la bouche, des MAVO, qui peuvent être pris à la maison finalement. Pour les patients, ça, c'est une super bonne nouvelle. En règle générale, je pense qu'on peut dire que c'est des traitements qui sont plus efficaces, qui sont mieux tolérés, qui donnent une meilleure espérance de vie pour les patients, puis qui font que les patients vont avoir une meilleure qualité de vie. Mais aussi, ça change la trajectoire de soins. Alors, avant, les patients, ben, ils allaient à l'hôpital pour recevoir leur traitement du cancer. Puis sur place, ben, ils étaient pris en charge par l'équipe médicale à l'hôpital. Mais maintenant, ces patients-là, ils peuvent, dans certains cas, être à la maison, puis pas avoir nécessairement besoin d'aller à l'hôpital pour aller chercher leur traitement. Alors, c'est important avec ça ben, d'avoir une trajectoire de soins qui va aller anticiper les problèmes et les besoins des patients. Alors, prochaine diapo. Alors, moi, ça fait 10 ans que je travaille avec les patients qui ont le cancer, mais moi, je suis pas un patient. Mais par contre, tu sais, si je me mets à la place d'un patient puis je me dis, ben, qu'est-ce que j'aimerais, comme je débute un traitement du cancer, ben, moi, j'aimerais ça que le fait de le débuter, ben, ça soit pas une bataille, tu sais, que ça soit pas compliqué. J'aimerais ça pouvoir me concentrer sur me soigner. J'aimerais ça pouvoir commencer mon traitement rapidement. J'aimerais ça que mon traitement soit le plus efficace possible. J'aimerais ça avoir le moins d'effets indésirables possible. Puis, j'aimerais ça aussi que si j'en ai, ben, que ça m'empêche pas d'avoir un traitement qui est efficace, que si j'ai à l'interrompre, que ça soit le minimum possible. Euh, Puis ensuite, on peut passer à la prochaine diapo. Ben, le premier défi avec ces médicaments-là, ben, c'est l'accès. Ces traitements-là, souvent, c'est des traitements qui coûtent très cher, là. On peut parler des plusieurs milliers de dollars à des centaines de milliers de dollars par année. Euh, c'est dans le cas d'un traitement qui est administré avec un médicament qui doit être administré à l'hôpital, par exemple une injection plus un médicament par la bouche, et à ce moment-là, le médicament qui va être pris par la bouche, le MAVO, il va être fourni et payé par l'hôpital. Dans le cas d'un traitement qui peut être pris seulement à la maison, mais à ce moment-là, ça va être la RAMQ ou l'assurance privée qui va payer pour le médicament, puis le patient va aller chercher son médicament à une pharmacie à l'extérieur de l'hôpital. Euh, ben, pour qu'il soit remboursé, ce médicament-là, ben, les médecins doivent faire une demande à la RAMQ ou à l'assurance privée. Puis pour la RAMQ, ben, ces demandes de remboursement-là, ils sont traités assez rapidement. En général, ça prend environ 5 jours ouvrables, même parfois moins. Euh, mais pour les assurances privées, le délai est variable. Puis en général, ce qu'on voit, c'est que c'est peut-être un petit peu plus long. Alors, on peut dire c'est qu'au Québec, collectivement, on s'est fourni d'une bonne assurance pour les médicaments. Puis souvent, ben, il y a d'autres défis en lien avec ça. C'est que parfois, c'est des médicaments qui sont rares et qui vont être disponibles seulement à comme un distributeur spécifique. Puis il peut y avoir un délai quand on ouvre un compte avec un nouveau distributeur. Puis parfois aussi, c'est des médicaments qui ont des risques particuliers. Euh, Puis il faut que la pharmacie ait fait une formation pour pouvoir le servir. Puis dans certains cas, même que le patient soit inscrit à un programme de gestion des risques. Alors, on peut passer à la diapo suivante. Alors, si on remet ça en contexte, ben moi, c'est où ma pratique? Ben, moi, c'est en bas à droite, la pharmacie en bas à droite. Alors, ben, tu sais, comme on dit, tu sais, ça prend un village pour élever un enfant, mais ça prend pas mal de monde pour qu'un patient puisse prendre son traitement d'oncologie à la maison. Alors, ben, à l'hôpital, il y a toutes sortes de monde, toutes sortes de professionnels que vous connaissez bien pour la plupart, mais il y a des pharmaciens d'oncologie. Il y a des IPO, des infirmières pivots en oncologie, comme Julie qui vient de nous parler. Il y a des coordonnateurs à l'accès aux médicaments qui vont aider avec le suivi des demandes de remboursement. Au centre, ben, on voit c'est le patient. Puis pas très loin, mais il y a les proches aidants qui ont un rôle qui est souvent sous-estimé. Puis en haut à droite, ben, on voit la pharmacie de quartier que vous connaissez déjà, où vous pouvez aller pour chercher les MAVO. Puis moi, je travaille dans une pharmacie avec une pratique dédiée au traitement d'oncologie. Puis il y a des patients qui nous appellent directement pour avoir leur traitement du cancer. Sinon aussi, parfois, c'est des pharmacies qui veulent pas avoir à s'occuper des traitements du cancer puis qui nous réfèrent des patients. Euh,
On peut passer à la prochaine diapo. Alors, les soins en pharmacie au Québec, au Québec, c'est le patient qui choisit. Le patient est libre de choisir la pharmacie où il fait affaire. Les pharmaciens, on est tous sous le même code de déontologie, puis on est tous responsables de l'usage approprié des médicaments. Ça veut dire on est responsable aussi des suivis des médicaments qu'on sert. C'est ça, on peut passer à la prochaine diapo. Si on revient, où est-ce qu'on sur là on le voit pas là, mais c'est cadre de référence sur les MAVO. Ça, si on retourne où on était rendu dans la trajectoire de soins, on est rendu à l'accès. Euh, Au mois d'août, le ministère de la Santé a publié un cadre de référence pour la nouvelle trajectoire des MAVO. C'est pour clarifier comment ces, les MAVO devraient être gérés. Euh, on voit, on peut cliquer sur pour avancer la diapo. Alors, on est ici, on vient de voir les deux premières étapes en lien avec l'accès. Le défi à ces étapes-là, c'est qu'on peut cliquer encore. C'est qu'il faut que les demandes de remboursement soient faites, sinon ça ne sera pas remboursé. Il faut savoir où commander les produits. Il peut y avoir des programmes de gestion des risques, admettons, pour éviter qu'un médicament qui est tératogène, là, qui pourrait être dangereux pour le fœtus, soit donné à une femme qui est enceinte, ou admettons pour s'assurer qu'il y a des précautions adéquates qui sont prises au début d'un traitement quand il y a un risque de syndrome de lisse tumorale, comme Julie a parlé à la fin de sa présentation. Puis, dans ces cas-là, la pharmacie, ça se peut qu'elle ait besoin d'être certifiée pour servir le médicament, parfois même que le patient soit inscrit. Euh, Quand la pharmacie communautaire est impliquée tôt dans le processus, on peut anticiper ces problèmes-là, puis s'assurer qu'on puisse débuter rapidement quand on est prêt à débuter. On peut passer à la prochaine diapo. Alors, voici un exemple d'un nouveau traitement. Alors, au départ, merci. Au départ, on va avoir la réception de la prescription. À ce moment-là, on peut cliquer encore. On va aller tester le remboursement. Là, non, ça passe pas. C'est qui l'assurance dans ce cas-là? C'est la RAMQ. Est-ce que la demande a été faite? Oui. Alors là, on peut cliquer encore. On va analyser le dossier. Là, on va regarder les résultats de laboratoire. Est-ce que la dose est compatible avec le fonctionnement des reins? Oui. Est-ce qu'elle est compatible avec le foie? Oui. Est-ce qu'il y a des interactions avec les autres médicaments qu'il faut qu'on gère? Est-ce que c'est le bon choix de traitement pour le type de cancer puis la ligne de traitement où on est rendu? Est-ce qu'il y a des traitements de support qui ne sont pas prescrits, mais qui devraient être prescrits? Comme par exemple, est-ce qu'il y a un médicament pour prévenir la nausée à prendre avant de prendre le traitement? Dans ce cas-là, il n'y en avait pas. Alors, comme pharmacien, je peux le prescrire. Mais ça, c'est un médicament qui est cher et qui a besoin d'une demande de remboursement. Mais comme c'est moi qui l'ai prescrit, je peux faire la demande à la RAMQ. Puis là, ensuite de ça, on peut voir, est-ce qu'il y a d'autres traitements de support qu'on a besoin, comme un médicament pour éclaircir le sang puis prévenir les caillots, un antiviral pour prévenir le zona. Alors, une fois qu'on a analysé le dossier, on peut gérer les problèmes, s'il y en a, les anticiper et on peut faire ça pendant qu'on attend que la RAMQ traite la demande de remboursement. Alors, on peut cliquer encore. Alors, nous, on va appeler le patient pour aller chercher l'information qu'on a besoin puis l'aviser des démarches qu'on est en train de faire pour débuter le traitement. Ensuite, si on regarde, on clique encore, le mardi, ça passe toujours pas. Le mercredi, ça passe toujours pas. Là, le jeudi, c'est approuvé par la RAMQ. On est prêt, on a le médicament en stock, on a géré les petits problèmes. Alors, on peut cliquer encore. On va faire l'enseignement au patient. Ça peut prendre une trentaine de minutes selon le traitement et le patient environ. Puis, on va aller communiquer avec les autres professionnels. On va planifier une livraison. Puis, le lendemain, le patient va pouvoir commencer son traitement. On peut passer, oui, merci. Alors, si on regarde ça, sur la trajectoire des MAVO, là, on est rendu en bas ici. Ce qui est recommandé par le ministère, c'est que ça soit fait par la pharmacie d'oncologie à l'hôpital, puis qu'ensuite, la pharmacie en externe est impliquée. Mais moi, comme j'ai dit plus tôt, je préfère être impliqué au début du processus. Puis, à ce moment-là, aussi, ça, c'est un moment où on va identifier les patients qui sont plus vulnérables. Puis, on va aller voir est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est déjà impliqué comme aidant naturel qu'on peut impliquer dans le traitement du cancer.
Est-ce qu'on peut contacter l'infirmière pivot pour organiser des soins à domicile par la CLSC? On peut peut-être préparer le médicament en pilulier. Puis aussi, on va poser une série de questions pour essayer d'anticiper s'il y a des barrières à l'adhérence au traitement. Est-ce que le patient va être adhérent à son traitement ou non? Prochaine diapo. Ensuite, ben, une fois qu'on a commencé le traitement, ben, il va y avoir différents points de contact pour communiquer avec le patient. Alors, nous, en général, 7 jours après le début du traitement, on va aller appeler le patient puis on va vérifier une série de choses. On va vérifier est-ce il y a des prises de sang qui ont été planifiées? Est-ce que le rendez-vous avec le médecin est planifié? Le rendez-vous de suivi pour voir comment ça va avec son traitement. Est-ce que ça a débuté au bon moment? Est-ce qu'il y a des effets indésirables? Est-ce que le patient comprend bien comment prendre son traitement? Après l'enseignement, est-ce que ça s'est bien matérialisé? Est-ce qu'il comprend bien le matériel écrit qu'on lui a remis? Puis, avec tout ça, ben, est-ce qu'on a besoin d'aller communiquer avec l'équipe médicale? S'il y a des effets indésirables, ben, là, on va aller questionner sur les symptômes, analyser la situation. On va pouvoir recommander des médicaments à prendre pour gérer ça ou d'autres mesures. On va voir, tu sais, est-ce qu'on a besoin d'aller communiquer avec le médecin pour qu'il prescrive un autre médicament ou parce que c'est ou recommander au patient d'aller à l'urgence. Puis on va se mettre un suivi pour aller surveiller, voir si l'effet désirable est résolu ou si on doit faire d'autres démarches. Puis ensuite, un autre point de contact qui est important, ben, c'est avant chaque cycle, dans le fond, avant chaque moment où on renouvelle le médicament, on va contacter le patient d'avance pour s'assurer que les suivis adéquats ont été faits, le suivi avec le médecin, les prises de sang. Puis on va pouvoir planifier le prochain renouvellement. Alors, on peut passer à la prochaine diapo. Nous, ben, qu'est-ce que ça donne de faire tout ça? Ben, nous, on s'est posé la question, puis je pense que c'est important pour les MAVO, pour ce genre de traitement-là, d'avoir une- une structure qui est adaptée à ça. Puis, mes collègues ben, ont publié un article dans le Journal of Oncology Pharmacy Practice ben, qui montre que pour des patientes, dans ce cas-là, c'était des patientes qui prenaient un traitement du cancer du sein, ben, qu'en faisant avec notre approche, ben, avec une approche structurée, dans le fond, ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un taux d'observance qui était très élevé. Dans ce cas-là, c'était de 94. Prochaine diapo. Une autre chose qui était sortie du cadre des MAVO, une autre constatation, c'est que la communication entre les différents professionnels, entre les différents intervenants, c'est important, mais que ce n'était pas toujours présent au niveau qu'on voulait. Alors, ben, nous, on a tout un travail pour se coordonner avec les infirmières pivots. On va les aviser quand on connaît exactement la date de début du traitement. On va communiquer avec les pharmacies communautaires, on va communiquer avec l'oncologue. Alors, et puis tout ça. Puis, prochaine diapo. Mais en conclusion, mais la personne qui a un cancer, qui prend un traitement du cancer à la maison, mais elle a des besoins qui sont uniques. Puis, on doit organiser notre travail pour aller de l'avant puis anticiper ces problèmes-là, puis régler les problèmes au bon moment, finalement. Euh, L'accès aux médicaments, ça ne devrait pas être un fardeau pour les patients. Les patients devraient se concentrer sur se soigner. Puis, ben, le système de santé est en constante transformation, puis le rôle du pharmacien a beaucoup évolué, puis il va continuer à évoluer. Puis, ben, comme patient, je pense qu'un des messages à ramener à la maison, ben, c'est que c'est important quand vous savez que vous allez commencer un traitement du cancer à la maison, c'est important d'aviser votre pharmacien de quartier pour qu'il puisse s'impliquer plus tôt dans le processus de soins puis dans tous ces processus-là. Alors, ben, merci beaucoup. Alors, ben, voici une liste de questions que vous pouvez nous poser, puis n'hésitez pas, on est des professionnels très disponibles. Alors, ben, je vais laisser la place à Roxane. Bon après-midi à tous. Merci d'être là. Donc, moi, c'est ça, nutritionniste. Je vais vous parler un peu plus de le côté pratique de la gestion des effets secondaires en lien avec les traitements. Donc, prochaine diapo. Donc, les différents rôles de la nutritionniste sont quand même divers. En fait, on va s'assurer d'évaluer les besoins nutritionnels, également favoriser l'état nutritionnel optimal en ajustant aux besoins les apports nutritionnels. On va vouloir prévenir et, si au besoin, traiter la dénutrition parce que malheureusement, lors des traitements, c'est potentiel, tu as un risque potentiel de dénutrition. On va assurer un maintien du poids parce qu'évidemment, une perte de poids peut signifier entre autres une dénutrition, donc on va essayer de préserver le poids habituel.
On va également soutenir la gestion des effets secondaires et réduire leur impact. C'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui, un petit peu le côté pratique de la gestion de ces symptômes-là. Mais évidemment, on assure également un suivi dans le temps et un plan de traitement qui est personnalisé à chaque personne, à chaque individu, en plus de vouloir améliorer la qualité de vie des gens. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, évidemment, l'alimentation, c'est un élément clé. Là. En tant que nutritionniste, je n'ai pas à me convaincre, mais j'ai à vous convaincre un peu plus, vous, que c'est évidemment prioritaire parce que ça va être fondamental au processus du traitement dans le cancer, que ce soit pour notre santé globale, également le rétablissement et le maintien de l'énergie. Est importante tout le temps, en fait, l'alimentation, avant votre traitement, pendant et après ceux-ci. Et évidemment, la gestion des effets secondaires est essentielle pour assurer un maintien des saines habitudes de vie dans son ensemble. Dans le côté pratique de la chose, ben, n'hésitez pas à demander de l'aide lorsque c'est possible à vos proches pour les repas ou encore lors des achats, de regarder la possibilité des livraisons ou encore des collectes près de chez vous dans différentes épiceries, par exemple. On peut penser aussi de regarder l'offre des plats préfaits que vous avez proche de la maison, que ce soit dans les différentes boucheries, épiceries, les traiteurs que vous avez près, ou encore des produits qui peuvent être livrés à la maison. Je donne quelques exemples comme les WeCook, les Factor Meals ou les Tout Cuits ou encore les repas d'Isabelle Huot qui sont disponibles. Ça vous permet d'avoir une offre alimentaire, des fois d'une pause de planification puis préparation de repas, mais qui a un meilleur équilibre nutritionnel là, que d'autres produits. Prochaine diapo. Donc, au fil de mes présentations, je vais vous les faire selon les symptômes puis les recommandations nutritionnelles associées. Je vais vous en présenter quelques-uns, les principaux aujourd'hui, mais suite à la présentation, on va vous fournir une feuille qui est aide-mémoire avec les différents effets secondaires et leur gestion de leurs recommandations nutritionnelles assez pratico-pratiques qui vous sera transmise. Donc, vous pourrez vous référer, entre autres, là, si je pense constipation, diarrhée, que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais que vous allez avoir sur la feuille. Donc, pour débuter, nausées, vomissements, Julie en avait parlé aussi tout à l'heure, donc c'est un effet secondaire quand même très fréquent malheureusement. C'est important de le maîtriser pour éviter les pertes trop grandes de liquide ou de nutriments, puis éviter les risques de déshydratation, de déséquilibre des électrolytes, de perte d'appétit qui va s'en suivre, puis de la malnutrition que je parlais au début avec le rôle de la nutritionniste, mais également la qualité de vie dans son ensemble. Donc, les recommandations potentielles de boire des petites quantités de liquide tout au long de la journée pour éviter de mettre trop de pression, entre autres, à l'estomac, de varier les boissons fraîches, température ambiante, là, des fois de modifier ce qu'on mange puis ce qu'on boit en fonction de vous. Il y en a aussi qui vont préférer aller faire leur traitement à jeun, l'estomac vide, puis d'autres préfèrent manger avant. Fait que vous faites l'évaluation selon vous, comment vous réalisez. Donc, on suggère souvent d'éviter l'alcool, la caféine, de boire aussi, d'éviter de boire pendant les repas, encore une fois, pour mettre un peu moins de pression à l'estomac. On va suggérer souvent de limiter les liquides 30 minutes entre les repas, en fait, là, avant et après les repas, le plus possible. De fractionner les prises alimentaires, c'est sûr que c'est très important, entre autres en intégrant les collations. De ne pas attendre d'avoir faim. Je sais que des fois, ça peut être contre-intuitif, mais la faim peut provoquer des nausées. Donc, on peut rentrer dans une spirale plus négative de l'ajustement de nos nausées vont être plus présentes parce qu'on avait faim, mais là, en ayant la nausée, on n'aura plus le goût de manger. Donc, on va essayer d'éviter cette situation-là. On va miser sur des aliments qui sont faciles à digérer, des aliments qu'on appelle neutres, là, les blancs, là, des craquelins, des pâtes, du pain qui va être quand même un peu plus toléré habituellement, et d'éviter les fortes odeurs trop épicées ou trop relevées par saveur. Et évidemment, de se détendre après les repas, de manger lentement, d'essayer d'en faire un moment calme et d'éviter les vêtements aussi qui sont trop serrés au niveau de la taille parce que ça va mettre une pression inutile au niveau abdominal. Et si on tolère et qu'on apprécie, ben, d'intégrer le gingembre qui est un antinauséeux naturel, là, que ce soit au sein des repas, en infusion, en tisane, là, selon ce que vous préférez. Prochaine diapo. Pour l'autre effet secondaire qu'on vous présente, c'est l'ulcère et les douleurs dans la bouche. Donc, on va souvent assurer différentes recommandations, encore une fois, assez larges, pas juste en lien avec l'alimentation, mais entre autres d'assurer une excellente hygiène dentaire, des solutions de rinçage au besoin, de rincer justement la bouche avant, après les repas et au coucher, parce que des fois, les effets secondaires sont souvent la nuit. De boire beaucoup de liquide pour essayer d'assurer justement pas de sécheresse buccale. De miser sur les aliments liquides nutritifs comme les substituts de repas, les laits protéinés qui sont de plus en plus populaires dans les épiceries ou encore un smoothie, mais qu'on enrichit évidemment, entre autres, d'un yogourt grec ou d'une boisson végétale ou de lait qui contiennent des protéines, évidemment. On va viser des aliments qui sont plus mous, lisses, tendres, qui sont faciles à mastiquer, puis que, allez-y, dans le fond, selon les cuissons que vous aimez, là, à tendreté qui est plus tolérée.
Puis selon les gens, il y en a qui vont apprécier plus chaud, plus froid. Des fois, ça crée plus de douleur, fait qu'on va y aller plus avec des températures qui sont plus tièdes ou encore tempérées. Et de couper les aliments en fonction de ce qui passe le mieux, qui est mieux toléré. On va évidemment ajouter des sauces et vinaigrettes pour essayer de rendre pas d'aliments secs là, qui va souvent exacerber les symptômes, donc pour humidifier les aliments. Puis on voit un peu les aliments qui vont être plus secs et irritants, là, qui vont provoquer des inconforts, donc on va souvent les limiter ou les manger d'une autre façon. Et évidemment d'ajouter les températures, comme je mentionnais. Puis on va souvent suggérer d'éviter tout ce qui est alcool et également les rince-bouches à base d'alcool parce que ça va provoquer davantage de symptômes que d'être utile, en fait. Prochaine diapo. Un des symptômes Julie en a parlé tantôt, la neutropénie, qui est, dans le fond, un abaissement du système, affaiblissement du système immunitaire. Ce que nous, on fait au niveau alimentaire, c'est d'éviter le risque d'exposition à des bactéries potentiellement pathogènes, dangereuses, qui vont affecter le système immunitaire. Donc, il y a vraiment des protocoles, pas juste de ce qu'on doit manger ou éviter, mais aussi des protocoles un peu plus de salubrité de façon générale, dont se laver les mains souvent, on en parlait avec l'immunité aussi tantôt avec Julie, de nettoyer les surfaces de cuisine après chaque utilisation, puis d'éviter d'utiliser, de réutiliser en fait tout ce qui est un peu plus les planches à découper, les ustensiles, les assiettes qu'on aurait pris pour des aliments crus avant de les réutiliser, de les laver, évidemment. Donc, de séparer le cru et le cuit. C'est pour ça qu'on entend souvent de limiter un peu les aliments qui sont non cuits, le cru, comme les sushis, les tartares pour les viandes, poissons, pas cuits, mais également les pâtes à biscuits ou les mayonnaises pour les farines qui sont non cuites et les œufs non cuits, qui va être plus favorable à avoir une présence d'une bactérie pathogène. De favoriser rapidement, pas de limiter la chaîne de froid, là, de préserver la chaîne de froid, pardon, fait que de ranger les aliments dès que c'est possible, le plus vite possible, de bien laver évidemment nos fruits et légumes et d'éviter les fromages à pâte molle non pasteurisés, un peu comme les germinations crues, donc de les faire cuire, et un peu comme suggestion d'avoir évité les jus ou le lait non pasteurisé. Le jus va être un petit peu plus populaire, par exemple, si vous allez à un endroit un peu plus artisanal qui font un jus de pomme, par exemple, maison, il va être alors non pasteurisé. Le lait non pasteurisé n'est pas très populaire au Canada, là, donc on a peu de risques. Puis on va souvent suggérer d'éviter les endroits où on peut, de style buffet, là, qui a plus de risques de contamination, mais également où on peut des échantillons de nourriture, par exemple, dans les épiceries et tout ça. Donc, c'est vraiment pas tant une suggestion dans un contexte neutropénique. Et aussi d'éviter, c'est ça, d'assurer une cuisson optimale dans tout ce que vous faites aussi à la maison, là, dans les viandes, dans les fruits de mer, par exemple. Prochaine diapo. Donc, ici, on avait regroupé ensemble la fatigue et la perte de poids, là, dans ce sens que les recommandations nutritionnelles, ça applique un peu aux deux. Donc, évidemment, on évite l'application d'un régime alimentaire ou de restrictions sévères. Pourquoi? Je l'ai dit en entrée de jeu, on veut prévenir la dénutrition. Donc, on veut préserver notre poids pendant le traitement. Donc, on ne se lance pas dans une perte de poids significative. Une des façons de stimuler l'appétit, comme on parlait aussi avec Julie, d'essayer de bouger le plus possible là, avec les limitations, j'en conviens, de choisir les aliments qu'on aime, évidemment qu'on apprécie, qu'on a le goût de manger, puis si possible de faire le repas, les ambiances le plus favorable possible en mangeant avec des gens de notre famille, des amis. Évidemment, on va s'assurer d'avoir une routine alimentaire stable, de ne pas déroger, donc pas sauter de repas, de cibler vraiment 3 repas par jour, 2 à 3 collations pour les fractionner en plus petits. Donc, va aider de manger un petit peu plus, au moins, met moins de pression à forcer à finir l'assiette, mais au moins, globalement, dans la journée, fait plus d'apports. Et on va s'assurer de miser sur des repas complets qui sont avec des légumes, des grains et des protéines. Donc, un peu, comme je disais tantôt, d'éviter les régimes. On va aussi éviter des restrictions de certains groupes d'aliments. Ce n'est pas ce qui est à favoriser. On va s'assurer, si on est capable, lorsque l'énergie est plus présente, d'en cuisiner un petit peu plus pour avoir nos fameux restants qui vont nous donner le goût de manger pour les journées subséquentes quand l'énergie va être plus faible. Et également congeler le surplus quand justement le goût de cuisiner n'est pas au rendez-vous ou que la fatigue est trop présente, bien, ça sera des raccourcis qui vont être déjà prêts. D'essayer de miser aussi quand vous avez une plus grande énergie et une plus grande appétit, de ne pas vous gêner à prendre davantage d'apports dans ces moments-là. Si au souper, c'est plus facile qu'au dîner, bien, d'essayer de favoriser un souper très complet. On va s'assurer une bonne hydratation aussi tout au long de la journée pour les différentes raisons, tantôt des effets secondaires, mais également pour s'assurer que la fatigue n'est pas liée à de la déshydratation. Donc, généralement, la recommandation est de 1,5 à 2 litres d'eau, de liquide en fait par jour, incluant café et thé. Généralement, café et thé, limitation à maximum 3 en totalité et tisane, infusion sans limitation de ce côté-là. Puis vous, à votre urine, en fait, si votre urine est claire, translucide, vous êtes assez hydraté, là, ça peut vous donner une bonne ordre de grandeur.
et évidemment de limiter les grandes quantités de liquide près des repas, un peu comme la recommandation lors des nausées, c'est qu'on va essayer d'éviter d'être trop plein de liquide et ne plus avoir faim pour nos repas, donc il va trop couper inutilement l'appétit. Prochaine diapo, merci. Ensuite, une façon de favoriser une reprise du poids s'il y a eu une perte de poids, c'est qu'on va dire qu'on va vouloir une alimentation enrichie. Nos deux nutriments clés dans ces contextes sont alors les protéines et les bons gras. Donc, les protéines, en fait, vont aider à réparer les cellules et les tissus, puis aident à notre système immunitaire. Vous voyez ici présenter les différentes sources de protéines alimentaires, donc tout ce qui est viande qu'on connaît bien, de poulet, d'Inde, les noix, les beurres de noix, les poissons, les fruits de mer, les œufs, mais également les protéines végétales comme les légumineuses, le tofu, l'edamame, la PVT qui est de la protéine végétale texturée qui est une autre forme de soya, les produits laitiers, lait, yogourt, fromage par exemple. Petit bémol, des fois le fromage, beaucoup vont dire ah, j'ai mangé du fromage à mon repas avec ma soupe et mes craquelins. Ça ne sera pas un apport suffisant en protéines. Fait que le fromage, voyez-le plus comme un complément à d'autres protéines au repas ou encore à vos collations, ça peut être suffisant. Mais d'en faire une quantité suffisante en protéines, il faudrait que vous consommiez vraiment beaucoup de fromage. OK? Donc, ce n'est pas suffisant, malgré que ça en contient. Les boissons de soya ou encore les boissons végétales. Petit bémol, les boissons végétales, on va justement viser ceux qui sont riches en protéines, donc qui nous nourrissent davantage. Par exemple, la boisson d'amande ou d'avoine ne contient pas de protéines. Sur le marché, maintenant, ils ont développé des boissons végétales qui sont enrichies en protéines. Donc, vous assurez d'aller peut-être miser plus sur celle-là si vous n'utilisez pas la boisson de soya ou le lait de vache traditionnel. Ensuite, dans les bons gras, c'est une façon de bonifier en apport, en calories, en fait, en bonnes calories, si je peux me permettre, qui ne fait pas que vous mangez davantage, mais qui va juste bonifier le repas. Donc, en ajoutant, par exemple, de l'huile, du beurre, de la margarine dans vos repas, par exemple, sur les pâtes, sur le riz, dans les pommes de terre, sur les légumes, pour nommer des exemples. On va s'assurer d'ajouter aussi noix, graines, avocats, beurre de noix. Je donne un exemple dans une salade, mais on va essayer de bonifier avec ces nutriments-là, de gratiner le plus possible les aliments qu'on consomme, mais également ajouter des sauces, des vinaigrettes, d'éviter de manger sec, autant pour les douleurs au niveau de la bouche, mais aussi dans un contexte de prise alimentaire supérieure, et de miser sur des produits laitiers qui sont riches en gras. Donc, c'est pas le temps de miser sur des produits pas de gras, là. On va vouloir en avoir le plus possible pour aller chercher des apports supplémentaires. Puis intéressant aussi de ne pas hésiter à compléter certains repas avec des substituts de repas, oui, comme Boost en sucre ou les laits protéinés, comme je parlais tantôt en épicerie, pour nommer les marques Natrel Plus, Fairlife, Lactantia qui sont enrichis alors en protéines. Mais comme j'ai mentionné, pour enrichir le repas. On ne veut pas en faire un repas. Okay? On veut vraiment compléter, si vous avez de la difficulté à manger, d'aller chercher une bonification. Prochaine diapo. Donc, voici quelques questions que vous pouvez poser à la nutritionniste lorsque vous la rencontrez en fonction des traitements. Donc, c'est quoi les effets secondaires potentiels? Comment on peut les gérer? Quel ajout je peux faire à mon alimentation actuelle? Est-ce qu'il y a des suppléments, des produits de santé naturels? Est-ce qu'il y en a qui sont corrects? Est-ce qu'il y en a qui sont dangereux? Donc, de valider de ce côté-là. Mais également, quel aliment à favoriser ou encore à éviter. Dans le éviter, c'est généralement ceux qui sont en plus en lien avec la neutropénie qu'on va être plus attentif, mais sinon, à favoriser, c'est souvent ceux qu'on va aller jouer pour bonifier. Puis dans l'aide-mémoire qu'on va vous transmettre, vous allez aussi avoir des idées d'exemples de collations complètes ou encore des repas simples là, qui sont bonifiés pour aller chercher un peu plus d'apport. Voilà, alors je passe, prochaine diapo, je passe maintenant la parole à Pascal. Ben, merci beaucoup. Je suis vraiment contente d'être avec vous cet après-midi. Si chez vous, c'est l'après-midi. Je vais prendre la prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, juste avant de commencer ma présentation, je veux juste vous aviser que je vais utiliser les termes personne avec un vagin ou personne avec un pénis afin d'inclure toutes les identités de genre. Donc, ça va me permettre de parler des faits biologiques sans enfermer les gens dans une catégorie femme ou homme. Alors, je vous avise. Donc, je suis sexologue. Qui sommes-nous, les sexologues? On est des êtres très sympathiques qui font partie des spécialistes du domaine de la santé mentale et des relations humaines, qui vont apporter une valeur ajoutée aux divers milieux. On nous retrouve vraiment dans les milieux de santé, centres hospitaliers, les milieux correctionnels également, en pratique privée, dans les écoles. Donc, on est un peu partout. Et on peut intervenir auprès d'individus, auprès de couples, de familles, de groupes ou de collectivités. Donc, je vais prendre la prochaine diapo. Je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le cancer et ses traitements peuvent avoir un impact sur la sexualité et sur son fonctionnement. Donc, je vous donne quelques impacts
Chez les personnes qui ont un vagin, on va retrouver une difficulté de lubrification, une sécheresse vaginale. On peut retrouver de la dyspareunie. La dyspareunie, ça désigne des douleurs ressenties pendant et après les rapports sexuels. Une ménopause précoce, insuffisance ovarienne. Chez les personnes qui ont un pénis, on va retrouver des difficultés érectiles comme une incapacité à obtenir ou à maintenir des érections, des érections moins fermes et une perte des érections spontanées. Par exemple, les érections nocturnes ou matinales peuvent être moins fréquentes. On va retrouver aussi une modification lors de l'éjaculation. C'est plus rare, donc, mais il peut y avoir une éjaculation absente, retardée ou prématurée. Il pourrait y avoir de la douleur lors de l'éjaculation, mais encore en cancer du sang, c'est plus rare. On va retrouver une azoospermie, c'est une absence de spermatozoïdes ou un débalancement de la testostérone. On va retrouver également chez tout le monde, c'est fréquent de retrouver une baisse de désir et d'intérêt, ainsi qu'une diminution ou une augmentation, ça c'est plus rare, de l'intensité orgasmique. Rarement dans les cancers du sang, on va retrouver des orgasmes douloureux ou une perte d'orgasme, mais ça peut arriver. Prochaine diapo. On va regarder maintenant les raisons, les causes des difficultés sur la fonction sexuelle et sur la fonction reproductive. Et dans le cas des cancers du sang, les difficultés de lubrification, d'érection vont souvent être dues au traitement, aux changements hormonaux, à des difficultés psychologiques, anxiété, dépression, fatigue, adaptation au changement. Puis bien souvent, il y a une combinaison de l'un ou l'autre de ces éléments-là. La dyspareunie, je vous ai parlé, la douleur lors de la pénétration, ça peut être dû à une blessure ou un traumatisme qui peut être causé par une intervention, qui peut être causé par la sécheresse vaginale, un manque d'estrogène ou par un manque de lubrification. Julie nous a parlé de la maladie du greffon contre l'autre suite à une greffe de cellules souches. On peut retrouver de la GVH vaginale, donc au niveau du vagin, et la GVH peut affecter la muqueuse vaginale. Donc, à ce moment-là, ce que ça peut provoquer, c'est de la douleur, une sensation de brûlure, de l'irritation, puis une sécheresse sévère. Concernant les changements dans l'orgasme, ben, c'est sûr que si les difficultés, les relations sexuelles sont douloureuses, si c'est plus difficile d'avoir une érection, ben, ça va rendre l'atteinte de l'orgasme un petit peu plus difficile. Puis au niveau des problèmes de la fertilité, donc les gens, on va vous parler d'oncofertilité pour les plus jeunes, les traitements peuvent causer de l'infertilité. Ben, ça va être dû soit à de la ménopause précoce, l'insuffisance ovarienne, donc les traitements contre le cancer du sang peuvent amener une ménopause précoce. Et également, les agents chimiothérapeutiques, même aussi les traitements d'immunothérapie, peuvent entraîner ce qu'on appelle une azoospermie. Donc, je l'ai mentionné plus tôt, une absence de spermatozoïdes ou un débalancement de la testostérone. Ça va avoir un impact sur la fonction reproductive. Il ne faut pas oublier, si je le mentionne souvent, le vieillissement peut aussi venir modifier la fonction sexuelle. Donc, principalement à cause des changements hormonaux, des changements physiques et psychologiques que ça peut amener, qui peuvent survenir avec l'âge. C'est sûr que si on ajoute à ça un traitement, l'impact des difficultés va être plus grand. Donc, prochaine diapo. Alors, maintenant, on fait quoi? Parce qu'il y a des solutions. Puis je vous dirais que la première chose, c'est de parler avec votre équipe soignante de tous les effets secondaires que vous pourriez ressentir. Votre équipe peut vraiment vous aider à les gérer pendant toute l'expérience du cancer, du diagnostic à l'après-cancer. Puis plus les problèmes vont être pris en considération tôt, bien plus vous allez avoir de meilleures chances de les gérer au quotidien, puis vous allez atténuer la détresse qui va être associée à ces difficultés-là. Et je voudrais aussi parler de changements dans le désir parce que c'est des changements qui sont très communs chez tout le monde. Puis pas juste avec un diagnostic de cancer ou avec des traitements, mais il y a plusieurs événements dans votre vie qui peuvent venir modifier le désir ou la libido, donc l'intérêt, l'anxiété, stress, vieillissement, changement dans nos habitudes. Donc, il faut comprendre qu'on peut ne pas être d'humeur ou ne pas avoir de désir sexuel spontané, mais quand même avoir une vie sexuelle satisfaisante et agréable. Donc, à mesure que les hormones vont changer dans notre corps à cause du vieillissement ou à cause d'un traitement contre le cancer,
il se peut qu'il n'y ait pas de pulsion sexuelle spontanée. Donc, peut-être que je ne suis pas d'humeur à avoir une relation sexuelle, mais quand mon partenaire s'approche, quand il commence à me masser doucement le dos, il a mis son parfum que j'aime beaucoup, qui me rappelle des souvenirs, ben là, il se peut que le désir survienne. Donc, c'est vraiment important de penser à ça. Puis également, au niveau de la sexualité, les perturbations de l'image corporelle, ça peut aussi venir profondément modifier la façon dont on se perçoit comme être sexué et ça peut jouer sur le désir. Il y a différentes modifications de l'apparence. Les corticostéroïdes vont amener un visage plus rond, la chimiothérapie, une perte de cheveux, la transplantation de cellules souches, des éruptions cutanées, des cicatrices, des modifications de la peau. Donc, je pense que d'avoir vraiment une communication ouverte avec son partenaire, qu'il soit actuel, nouveau, va vraiment être essentiel. Se soucier de l'émotion des autres, de nos émotions, de planifier nos rencontres sexuelles à l'avance. Le matin, par exemple, si on est plus en forme, d'y aller doucement et avec patience, ça peut vraiment vous aider. Et de ne pas hésiter à consulter un ou une sexologue ou un professionnel de la santé sexuelle pour vous accompagner dans cette démarche-là. Prochaine diapo. Euh, des petits trucs vraiment qui peuvent être utiles et qui pourraient vous être suggérés par votre équipe médicale. Au niveau des difficultés érectiles, vraiment, c'est important d'essayer de comprendre autant que possible c'est quoi les raisons des difficultés érectiles parce que certaines stratégies et certaines interventions vont être mieux adaptées que d'autres. Donc, dans les traitements contre les cancers du sang, il est très rare de retrouver des dysfonctionnements nerveux graves qu'on va retrouver dans le cancer des testicules, prostate, les cancers gynécologiques où il peut y avoir de la chirurgie, mais c'est plutôt la présence de fatigue, d'anxiété, de dépression qui peuvent venir vraiment avoir un impact sur la sexualité. Donc, votre équipe médicale pourrait vous prescrire, par exemple, de la médication pour aider à l'érection, pour ne pas nommer les Viagra et les Cialis de ce monde. Ça pourrait vous être prescrit. Si les difficultés persistent, il peut y avoir différents dispositifs externes, vous les voyez à l'écran, qui peuvent être utilisés. Donc, des boucles de constriction qui vont être réglables, conçues pour fournir suffisamment de pression supplémentaire pour maintenir une érection. Donc, un élator, par exemple, l'élator qui est un appareil conçu vraiment pour s'ajuster à tous les types de dimensions de pénis, semi-rigide, des thérapies sous vide également, des anneaux de tension. Donc, c'est des équipements qui pourraient vous être proposés. Si les dispositifs externes ne fonctionnent pas, puis je ne rentrerai pas dans les détails parce que dans les cancers du sang, comme je vous disais, c'est rare. Bon, il y a des dispositifs internes qui vont demander des interventions chirurgicales, des injections intracaverneuses, mais comme je vous dis, c'est très rare, ou des implants péniens, mais c'est quand même très rare. On minimise également l'impact des techniques de relaxation, de la méditation pleine conscience, vraiment, mais ça peut beaucoup aider à vous relaxer, à vous recentrer. Euh, donc, ça peut être très utile. La physiothérapie du plancher pelvien, ça peut également être bénéfique dans le cas des difficultés érectiles ou dans l'éjaculation précoce. C'est vraiment des physiothérapeutes qui ont une spécialité et vous les retrouvez là, dans des cliniques de physiothérapie, donc vont proposer cette technique-là. Et je vous réfère beaucoup en psychothérapie, en relation d'aide avec sexologue, psychologue, ça peut également être très utile. Prochaine diapo. Au niveau des difficultés de lubrification, première chose à proposer, c'est vraiment l'utilisation de lubrifiants d'hydratants qui vont vraiment aider au niveau euh, euh, de la sécheresse vaginale, la santé vaginale. C'est quand même différent des lubrifiants, des hydratants. Donc, lubrifiant, c'est un effet immédiat. Ça a une durée de 30 minutes. Il faut en réutiliser ensuite. Donc, on applique dans le vagin, autour des organes génitaux, sur les produits, sur les doigts, sur le pénis. Et ça va vraiment aider à gérer les symptômes de sécheresse et d'irritation à un moment donné, là, je veux dire, tout de suite. Quand on parle d'hydratant, au même titre que vous allez hydrater votre peau, ça doit être utilisé 2 à 3 fois par semaine,
pendant au moins 3 mois avant de voir des bénéfices optimaux. Et ça aide vraiment à maintenir le pH vaginal, l'hydratation, la santé des tissus. Donc, on va l'administrer avec un applicateur ou sous forme de suppositoire, de gel. On l'applique partout à l'intérieur du vagin, sur les tissus vulvaires. Donc, ça peut vraiment être utile là, à court terme, les lubrifiants, et à plus moyen terme, les hydratants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ensuite de ça, on peut aussi vous proposer de la lubrification, de la dilatation vaginale pour les difficultés de lubrification. Donc, si quelqu'un n'a pas eu de rapport sexuel depuis longtemps, l'utilisation de la dilatation vaginale graduée, alors vous les voyez à l'écran, là, euh, il y a différentes formes de dilatateurs. Ça peut vraiment vous aider à reprendre confiance en vous et à comprendre à nouveau ce qui fait du bien, ce qui fait pas du bien. Donc, on peut aussi vous proposer des vibrateurs. Il y en a de tous les genres, pour tous les goûts. On vous encourage à utiliser quelque chose d'un peu plus fin à l'extrémité pour que ça soit plus facile à insérer. Je vais vous proposer dans les ressources, qui vous les voyez à l'écran, il y a 2 sites en ligne très intéressants, comme As You Are, désirable.ca, qui ont vraiment des beaux produits. La physiothérapie du plancher pelvien, comme je l'ai mentionné plus tôt, peut également être très utile pour tous les changements de type post-ménopause avec la perte d'estrogène, la perte d'élasticité du plancher pelvien. Ça peut vraiment vous être utile. Même chose dans le contexte de la maladie du greffon contre l'autre, où il peut y avoir un raccourcissement du canal vaginal, un peu plus court, plus serré. Ça peut vraiment aider en termes de circonférence. Euh, il y a la dyspareunie de collision. Alors, c'est un sentiment où on sent le partenaire frapper quelque chose dans le vagin, où la pénétration en profondeur peut être très inconfortable. Donc, il y a un petit équipement qu'on appelle le ONA, qui est un tampon de silicone qui peut vraiment aider au niveau de la profondeur, limiter la profondeur du vagin sans limiter le plaisir pour le partenaire. Et je reviens avec mes techniques de relaxation dans psychothérapie en relation d'aide qui peuvent être également très utiles. Prochaine diapo. Oui, Jeffrey, j'ai bientôt fini. Je ne rentre pas dans la préservation de la fertilité parce que c'est vraiment un thème en soi, mais vraiment vous dire que si vous prévoyez fonder une famille, c'est important d'avoir cette conversation-là avec vos professionnels de la santé avant de commencer les traitements. Et de mon côté, ne pas penser que vous êtes infertile nécessairement. Donc, utiliser un contraceptif comme un condom pour limiter les risques de contracter des infections transmissibles sexuellement également et par le sang. Il y a certains, on l'a mentionné, certains agents sont tératogènes, c'est un mot très difficile. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent produire des malformations au niveau du fœtus si une grossesse survient. Puis, il y a des agents thérapeutiques également utilisés pour traiter les cancers du sang qui peuvent se frayer un chemin vers les spermatozoïdes et vers les sécrétions vaginales. Donc, c'est dangereux d'exposer les partenaires. Donc, il faut utiliser un préservatif ou une digue dentaire au moins 72 heures après avoir reçu un traitement de chimiothérapie. Donc, l'important de se protéger. Prochaine diapo sont quelques questions que vous pouvez poser en lien avec la santé sexuelle. Donc, c'est quoi? Quels sont les effets de mon traitement? Est-ce qu'ils sont temporaires, permanents? Qu'est-ce que je peux faire? Quel moyen de contraception je peux utiliser? Donc, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Je sais que ça peut être gênant, mais vraiment, ça peut vous aider dans tout votre parcours. J'ai mis la dernière diapo, c'est des ressources. Et voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup. Donc, un grand merci à tous nos panélistes, là. C'était vraiment un défi qu'on vous demandait de donner chacun une présentation en si peu de temps et vous l'avez vraiment relevé avec brio. C'était hyper clair et informatif. Donc, un grand merci. On va maintenant, comme on l'a mentionné au début, prendre les questions. On en a déjà reçu quelques-unes. Juste un rappel, en fait, vous pouvez les écrire là, dans la zone questions et réponses à l'écran. On va vraiment
vraiment tenter là, d'en poser le plus possible, mais c'est sûr qu'on est limité par le temps. Donc, vraiment, on a à cœur de répondre à vos questions et sachez qu'on fait du mieux qu'on peut et on va tenter de faire un suivi là, avec celles qui n'auront pas été répondues. Donc, je vais commencer tout de suite avec une question, en fait, qui s'adresse à Julie. Donc, Julie, oui, parfait. En fait, une personne demandait, là, suite à ta présentation, si c'était normal d'avoir des douleurs osseuses en réaction à la chimio. Oui, donc j'avais vu la question. Merci, Juliane. Donc, la réponse est en, en plusieurs temps, mais dans le sens où, brièvement, la douleur osseuse peut être reliée surtout et aussi si vous avez des injections, par exemple, de Grastofil ou de l'Apelga, ça va aller stimuler la moelle osseuse. Donc, la moelle osseuse est dans les os. Donc, on va souvent dans la petite partie spongieuse. Les gens vont dire qu'ils ont mal, exemple, au bas du dos, au niveau du bassin. Alors, c'est surtout relié à ça, mais ce n'est pas rare que les gens vont avoir comme de la raideur au niveau des articulations. C'est surtout ce qu'ils vont décrire comme douleur. Donc, vous pouvez le ressentir au niveau des os, mais c'est beaucoup comme une espèce de raideur, là, comme si vous étiez ankylosé. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question. Tout ce qui est chaleur, de prendre justement, d'essayer, évidemment, il y a certaines médications pour soulager, mais autre ça, là, on s'est rendu compte que la chaleur, de masser délicatement l'endroit, tout ce qui est détente, méditation, ça peut aider là, à amoindrir le tout. Et si c'est pour le Grastofil, ça peut paraître étrange, mais on s'est rendu compte que tous les antihistaminiques, idéalement quelque chose qui ne vous endort pas, comme de la réactine ou du claritin, ça l'aide ce type de douleur-là associée aux injections. Parfait, merci beaucoup. Je vais poursuivre avec une question qui s'adresse à Roxane. Donc, il y avait une question qui était, quand on parle là, de craquelin, pain pâte, ben, ça peut être un défi, en fait, quand on est diabétique. Donc, la personne demandait, puisqu'on doit en limiter là, la consommation, est-ce qu'il y a des suggestions de remplacement? Oui, c'est une très bonne question, puis un excellent point en fait. En effet, là, les fameux féculents qu'on va essayer de limiter dans certains contextes de diabète ou contrôle, surtout si le diabète est débalancé ou peu importe. Et n'oubliez pas que quand même, on veut en consommer là, des féculents, donc c'est quand même d'en avoir, modérer les quantités. C'est surtout dans le contexte, là, quand j'en présentais, c'était des aliments un peu plus neutres. Fait que s'il y a d'autres aliments qui sont neutres dans votre cas qui vous correspondent, c'est-à-dire des choses qui n'affectent pas la glycémie, ça peut être les fromages, les noix, les graines. Si c'est quelque chose que vous appréciez et qui ne crée pas des nausées ou qui sont quand même assez tolérés, vous pourriez miser sur ça. Aussi, je pense tout le volet des grains maintenant qui sont sur le marché, qui sont un peu keto, là, donc faibles en glucides, comme je pense à certains pains, certains craquelins, certains bars qui vont être, là, il faut voir si le gras est toléré, évidemment, mais qui vont être alors faibles en glucides. Faites attention, par contre, des fois, ils sont riches en fibres. Des fois, selon tolérance, il faut peut-être modérer les apports. Mais sinon, dans l'ensemble, ça fait des solutions de craquelin qui n'auront pas un trop d'impact sur la glycémie puis qui devraient quand même satisfaire, en plus de l'intégrer peut-être avec une protéine si jamais la glycémie est très variable. Parfait, merci. La prochaine question, là, j'hésite un peu à pointer une panéliste en particulier. J'ai l'impression que peut-être Julien, mais bon, si c'est pas le cas, peut-être Roxane là, ou même Julie. En fait, la question, c'est lors de la présence d'une apte buccale, qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que vous recommandez les pastilles pour la nuit pour humidifier la bouche? Exemple, Xylemelt. Euh, c'est, ben, tu sais, si ça arrive, admettons, si on a une stomatite ou un aphte buccal, tu sais, évidemment, tu sais, il faut communiquer avec l'équipe de soins. Euh, les produits qui contiennent du xylitol, je pense que ça peut être utilisé juste, admettons, dans le cadre de comme l'hygiène de la bouche, en prévention de ça. C'est sûr que, tu sais, admettons, si on sait qu'on va débuter un traitement où il y a un risque de faire des stomatites, on va faire des recommandations, ça. Tu sais, d'avoir une hygiène buccale comme exceptionnelle, là, si quelqu'un se passe à la soie dentaire, ben, on va continuer à passer à la soie dentaire. Souvent même, on dit de passer, dépendamment des traitements, mais tu sais, brosser les dents après chaque repas, puis avant de se coucher. On va recommander même un rince-bouche
une recette maison là, qu'on peut faire avec du sel puis du bicarbonate de soude. Tout ça, c'est en prévention des aftes. Mais une fois qu'on en a, ben là, il faut passer à quelque chose d'un peu plus agressif. Fait que, il y a des Magic Mouthwash qu'on appelle, des préparations rince-bouche médicamentées. Parce que tu sais, quand on se met à avoir une stomatite, ben, tu sais, si on agit rapidement là-dessus, on va le traiter rapidement, puis on va éviter qu'il y en ait plus ou que ça se devienne douloureux, puis que ça empêche de manger. Puis mettons, dans ces cas-là, on pourrait avoir besoin de suspendre le traitement pendant une période ou des choses comme ça. Alors, dans ce cas-là, moi, si on commence déjà à avoir une stomatite, j'irais communiquer avec l'équipe médicale pour avoir une prescription pour un rince-bouche, là. C'est sûr, dépendamment du traitement puis de la situation, mais oui, j'irais plus vers ça. Ouais. Parfait. Je vais poursuivre avec une question pour Pascal. En fait, euh, désolée, là, je jouais avec ma fenêtre pour voir les questions. Donc, les effets secondaires peuvent, comme c'était mentionné, là, diminuer, tu sais, le désir, la libido. Mais est-ce que tu pourrais suggérer des stratégies ou des pratiques que les couples pourraient maintenir dans l'intimité physique ou émotionnelle pendant les traitements, même quand il n'y a pas en fait de rapport sexuel? Ben, en fait, tu sais, j'en ai parlé dans la présentation, le désir, la libido, c'est vraiment quelque chose qui fluctue dans le temps. On peut pas voir ça de façon linéaire. Tu sais, c'est toujours au pic, là. On a la libido dans le tapis, comme quand on a 17 ans. Puis, le désir, c'est toujours très, très élevé avec nos partenaires ou avec notre partenaire. Donc, ça change beaucoup. Fait que, tu sais, puis, il y a des choses qui étaient là aussi avant les traitements. Donc, tu sais, c'est pas une toute autre vie, traitement et cancer. Donc, on avait aussi certains enjeux peut-être dans notre couple ou dans notre vie personnelle qui touchaient notre sexualité avant. Donc, c'est vraiment de tenter d'être patient avec nous-mêmes et avec notre partenaire. Tu sais, je l'ai mentionné de la communication, vraiment de discuter qu'est-ce que j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. J'ai parlé aussi du désir spontané, de dire, ben, des fois, je suis peut-être pas envie là, mais quand mon partenaire me parle, il me propose quelque chose, ça peut être intéressant de trouver des moments aussi où on est moins fatigué dans la journée, des positions où ça nous demande moins d'énergie, ça peut vraiment être utile. Puis je dirigerais vraiment les gens vers des ressources qui existent dans la communauté. Donc, si vous avez envie de partager avec un professionnel, avec un thérapeute, avec une sexologue, avec un psychologue, il y a différentes ressources qui sont disponibles pour vous. Il y a des ressources via le centre de cancérologie. Il y a de plus en plus de centres de cancéro qui dotent de un ou une sexologue. Donc, n'hésitez pas à voir avec votre infirmière pivot, est-ce que c'est une ressource que je pourrais utiliser? Euh, Lors des psychologues, lors des sexologues du Québec, on la liste des sexologues également en pratique privée. C'est sûr que ça coûte des sous. On n'a pas toujours les assurances pour payer ça. Je voulais aussi dire que les universités, donc l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, mais également l'Université McGill, offrent des cliniques. Donc, donc, les étudiants, c'est pas d'inciter les étudiants sont obligés dans le cadre de leur bac ou de la maîtrise, à être à la clinique et à rencontrer des gens, c'est supervisé par leur professeur. Donc, ça peut être une bonne façon d'aller chercher de l'aide à un coût qui est moins élevé pour s'aider. Donc, je pense qu'il y a, tu sais, ça, différentes petites choses à faire au quotidien, mais écoute, communication, c'est toujours gagnant. Merci beaucoup. Oui, super belle suggestion là, par rapport aux universités. Donc, on va s'arrêter là pour les questions parce que je vois vraiment là, le temps qui avance. Un gros merci encore. Là, vraiment, on est choyé d'avoir des panélistes de qualité comme vous. Donc, si on peut changer la diapositive. Ben, la conférence Mieux vivre avec un cancer du sang, elle se poursuit cette semaine. Donc, demain après-midi, nous allons parler de la douleur et l'anxiété. Tandis que jeudi, nous allons poser là, un nouveau regard sur l'expérience du cancer du sang et aussi comment le transformer via la résilience. Puis, c'est toujours possible de vous inscrire sur notre site Internet. Vous voyez l'adresse sur la diapositive ou en cliquant, en photographiant le code QR. On peut changer la diapo.
Donc, chaque jour après, en fait, nous souhaitons vraiment là, avoir votre avis sur comment votre cancer du sang a influencé votre vie quotidienne. Donc, si c'est possible, de répondre à notre enquête chaque jour après, vivre avec un cancer du sang et s'épanouir après celui-ci. C'est vraiment pour que vous puissiez nous partager vos expériences là, et contribuer à faire évoluer les formes de soutien. Encore là, vous pouvez répondre au sondage. Là, vous voyez le lien ici. Sinon, la même chose là, avec le code QR. Prochaine diapositive. Donc, bien, la conférence Mieux vivre avec un cancer du sang, elle a été rendue possible grâce au soutien de GSK, Johnson Johnson. Puis, prochaine diapositive. Donc, vous savez, on l'a dit avant la présentation, mais avant de vous quitter, c'est vraiment un rappel que nous sommes là pour vous aider. Si vous êtes à la recherche de ressources, de soutien, n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Par courriel, vous voyez le numéro de téléphone sans frais, le 1-833-222-4884, ou d'aller sur notre site Internet là, pour trouver en fait plusieurs ressources qui pourraient grandement vous soutenir. Donc, après la présentation, vous allez recevoir un court sondage puis votre avis, en fait, c'est vraiment précieux pour nous. Ça nous permet là, d'adapter nos événements selon vos besoins. Donc, merci de prendre un petit 2 minutes pour le remplir et merci beaucoup encore pour votre présence. Donc, je vous souhaite un très bel après-midi. Prenez soin de vous.